Merci, bonjour, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Jean-François Groux, je suis nouvellement retraité. J'ai passé 10 ans chez IATA en tant qu'assistant directeur sur les relations avec l'OACI. Donc, je connais un petit peu l'organisation et je vais essayer de vous la rendre un peu plus familière. Donc, une première partie assez courte sur l'histoire de l'OACI. Vous allez voir que c'est pas récent. Son mandat, sa structure, et puis pour finir, vu de ma fenêtre, quelques challenges euh, pour l'organisation et son futur. Donc, il faut savoir que l'Organisation de l'aviation civile internationale a été créée lors d'une conférence internationale qui a eu lieu à Chicago au mois de décembre 1944. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, la guerre n'était pas complètement terminée, mais que les grandes nations avaient déjà compris en fait l'importance que l'aviation allait prendre dans la vie de tous les jours, et donc le besoin d'en fait essayer d'organiser un petit peu comment tout ça allait fonctionner avec des vols qui allaient rapidement dépasser les frontières. Donc, c'est dans cette fameuse salle à Chicago, dans un grand hôtel, que cette première réunion a eu lieu. Et comme on va le voir très rapidement, en fait, ça a donné lieu à ce qu'on appelle la Convention de Chicago, qui est en fait le document fondateur de l'OACI, qui explique un petit peu quel est son mandat, les grands principes structurants, et qui n'a quasiment pas bougé depuis sa création, donc il y a plus de 80 ans. Alors, qu'est-ce que cette Convention de Chicago? Bon, en gros, ça explique que l'aviation civile internationale doit pouvoir se développer d'une manière sûre et ordonnée. Et ça, c'est important qu'on pense déjà euh, aux aspects sûreté, euh, parce que ce n'était pas forcément quelque chose d'immédiat à la fin de la guerre. Ordonné, on peut comprendre qu'on veut que les choses se passent d'une façon un peu organisée et puis qu'on puisse établir des services internationaux de transport aérien sur la base de l'égalité des chances et exploiter d'une manière saine et économique. C'est-à-dire que cette convention et le principe de l'OACI n'était pas de favoriser certains États, mais de donner des droits égaux à tous les États pour développer leurs services de transport aérien. Alors, quelques articles importants de la Convention, et on ne va pas tous les regarder, mais l'article 43 est intéressant. Alors déjà, ce n'est pas le premier, mais ça dit bien, en fait, ça donne un peu le cadre, c'est-à-dire que voilà, cette conférence décide la création d'une organisation avec un Z à la mode américaine, désolé pour la faute d'orthographe, qui portera le nom d'Organisation de l'aviation civile internationale et puis qui jette un petit peu les fondations de sa structure sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Donc elle se compose d'une assemblée, d'un conseil et de tous les autres organes qui pourraient être nécessaires. Et en fait, ce qui est intéressant de voir là, c'est que en fait, cette structure-là est la structure générale des organismes de l'ONU, hein, qui a un conseil et une assemblée générale. Euh, le deuxième point, donc, sur la droite de cette diapositive, c'est le rappel des buts et objectifs principaux. Donc, comme c'était dit dans le préambule, mais c'est répété parce que c'est très important, on veut assurer le développement ordonné et sûr de l'aviation civile internationale, et ce, dans le monde entier. Donc, a priori, il n'y a pas de restriction entre pays communistes, pas communistes, totalitaires, pas totalitaires, démocrates, pas démocrates. Non, on veut pouvoir aller dans le monde entier. On veut répondre aux besoins des peuples du monde en matière de transport aérien sûr, régulier, efficace et économique. Et c'est quand même intéressant de voir qu'en 1944, il fallait avoir du courage pour imaginer que tout ça se passerait de façon, enfin, ça se développerait de telle manière que tous ces principes-là, en fait, seraient vraiment importants. Et puis, il faut quand même garder en tête qu'on veut un transport aérien qui soit sûr, et donc c'est promouvoir la sécurité des vols dans la navigation aérienne internationale. Et l'autre aspect qui est important à retenir, c'est qu'il y a le mot international dans l'OACI. Donc, a priori, les règlements de l'OACI n'ont pas forcément à être appliqués pour du transport aérien à l'intérieur d'un État. Bon, il s'avère que c'est plus pratique pour tout le monde qu'on applique les mêmes règles, mais un État pourrait choisir d'avoir des règles différentes pour son trafic intramuraux
et puis appliquer les règles de l'OACI pour tout le trafic qui viendrait vers cet État ou qui en sortirait. Mais les règlements qui sont définis s'appliquent à l'aviation civile internationale. Malgré cela, tous les États ont choisi de reporter dans la quasi-intégralité, dans leur réglementation nationale, des règlements qui ne s'appliquent a priori que pour des vols internationaux. Alors ensuite, l'article 37, lui, il explique que pour que ça marche, en fait, on va avoir besoin d'atteindre le plus haut degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l'organisation relatifs au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires. Et à l'époque, on parlait de voies aériennes, maintenant on parle de route, on parle de trajectoire, ça a un peu évolué, mais dans les principes, ce qui est écrit là, en fait, reste toujours d'actualité. Et il y a ce besoin d'avoir des normes qui s'appliquent, si possible, partout parce qu'il est évident qu'on ne veut pas, pour une compagnie aérienne comme Air France, qui va dans plus de 150 pays, je crois, avoir à appliquer des règlements différents, par exemple concernant le personnel navigant ou concernant le dépôt plan de vol, suivant le pays dans lequel on se rendrait. Donc, l'idée, c'est, à travers les travaux de l'OACI, de définir des normes qui ont le plus grand consensus possible. Et on verra sur la fin que bah, ça pose quelques problèmes, mais par ailleurs, c'est quand même la garantie qu'on va avoir quelque chose qui va être efficace et économiquement viable. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, on va adapter et amender des normes, des pratiques recommandées et des procédures internationales dont je vais vous détailler d'une façon assez haut niveau parce que sinon il me faudrait 2 jours les différentes facettes. À propos, on ne l'a pas explicité au début, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre. Ce sera plus facile qu'attendre la fin. Voilà, donc n'hésitez pas à lever la main ou poser directement. Je l'ai mis dans le chat, hein, Jean-François. Pardon. Voilà. Ouais, je ne le vois pas ici, là. Ouais. Alors après cette réunion-là qui a fondé l'OACI en décembre 1944, eh bien, la première réunion du Conseil de l'OACI a lieu en 1945 dans un hôtel de Montréal qui s'appelle l'hôtel Windsor, là, comme on peut le voir sur les micros, qui est assez fameux. Et donc, régulièrement, on vient célébrer des anniversaires de l'OACI dans cet hôtel-là, qui n'a plus rien à voir évidemment avec l'OACI, mais à l'époque, les bâtiments n'existaient pas encore. Donc la première réunion du Conseil et la première assemblée a lieu dans ce même hôtel en 1946. Et on voit tout le décorum qui est assez intéressant. Donc première assemblée en 1946. Alors maintenant, on va, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on trouve sous le cadre de cette convention. C'est-à-dire que la convention, c'est un certain nombre d'articles fondateurs qui vont régir un petit peu ou donner les buts, objectifs, mandats et le cadre de fonctionnement de l'OACI. Mais comme on l'a vu dans un des articles, on veut définir des normes, des pratiques recommandées et fournir des éléments indicatifs. Eh bien, comment ça se passe? Eh bien, on va trouver sous la convention 19 annexes. Donc, on appelle ça les annexes de l'OACI, qui sont des annexes à la Convention de Chicago. Et on va les parcourir une par une pour que, en gros, je vous explique de quoi elles traitent. Alors, soyez gentils avec moi parce qu'il y a certains sujets que je ne connais pas très bien, mais bon, je saurais au moins vous expliquer de quoi il s'agit. Et ces annexes sont complétées par ce qu'on appelle des PANS, pour procédures pour la navigation aérienne, qui sont en fait une explication ou comment appliquer, quelles sont les procédures à appliquer pour mettre en œuvre certaines des exigences qu'on va trouver dans les annexes. Et puis enfin, maintenant, de plus en plus, on développe des manuels qui vont expliquer comment mettre en œuvre ou comment comprendre ces normes et ces procédures. Parce que comme chaque norme ou chaque exigence est le résultat quelquefois d'années de discussion autour d'une phrase, ou alors pas d'années pour un mot, mais on peut passer des heures pour se mettre d'accord sur un mot. Donc les mots sont tellement choisis, sont tellement lourds de sens qu'on a jugé utile ces dernières années de développer des manuels qui permettent aux États de comprendre ce qui se cache derrière les mots qui ont été choisis pour les différentes exigences.
Et puis enfin, dans le cadre du transport aérien, on a un certain nombre de documents de politique générale qui vont en particulier, mais j'y reviendrai un petit peu par la suite, traiter de sujets comme les droits de trafic ou des choses comme ça. Donc maintenant, si on s'intéresse à ces 19 annexes, vous allez voir qu'elles recouvrent un champ d'activité assez large, mais pour la majorité, elles sont quand même dans le domaine de la navigation aérienne. Donc la première annexe, c'est celle qui concerne ce qu'on appelle les licences du personnel, ou personnel licensing en anglais, qui vont en fait décrire les règles nécessaires pour que un personnel quelconque puisse être pilote, contrôleur, électronicien. C'est la majorité des corps de métier qui sont couverts par cette annexe-là et qui vont donc dire bah, à quelles exigences il faut répondre pour être capable d'être un pilote, pour être capable d'être un contrôleur ou un électronicien de la navigation aérienne. Et puis, ça va expliquer aussi comment on fait pour maintenir sa licence et quelles sont les exigences de formation. Et accolé à cette annexe 1, on a un document qui s'appelle le PANS Training, donc les procédures pour formation, qui vont décrire un petit peu quel est le cursus de formation idéal à adopter pour être capable de former des pilotes, des contrôleurs, etc. Et donc, ce cursus-là, bien, c'est typiquement ce que l'ENAC fait. L'ENAC s'appuie sur l'annexe 1 et le PANS Training pour définir ces cursus de formation. L'annexe 2. Alors, l'annexe 2, c'est un document important, relativement court en nombre de pages, mais qui va décrire un petit peu euh, comment, comment on vole, hein, de façon très schématique. Donc, ça va vous expliquer quelles sont les règles de vol à vue, VFR, de vol aux instruments, euh, qui va définir comment on dépose un plan de vol, auprès de qui on dépose un plan de vol quand on vole en IFR, quelles sont les règles d'évitement. Et on le voit là, en fait, les règles de priorité. Hein, théoriquement, un gros porteur doit laisser la priorité à un ballon, par exemple. Bon, ça paraît anecdotique, mais c'est lié au fait qu'un avion à motorisé a quand même une plus grande manœuvrabilité qu'un ballon qui, lui, bah, suivant son degré de sophistication, suit le vent et donc bah, fait pas toujours ce qu'il veut. Donc voilà, il y a un certain nombre de règles de base comme ça qui vont permettre d'expliquer comment on se déplace dans l'espace aérien. Il y a des règles aussi sur les niveaux de vol, la règle quadrangulaire pour ceux qui connaissent, enfin, des choses comme ça. Ça reste d'assez haut niveau, mais c'est quand même assez fondateur pour savoir comment on va se déplacer dans l'espace aérien en évitant de se rentrer dedans. L'annexe 3, alors ça, c'est un document extrêmement important, de plus en plus avec les changements climatiques, parce qu'on a de plus en plus de phénomènes météo dangereux, de problèmes de turbulence, etc. Donc l'annexe 3, ça va décrire en fait l'ensemble de l'information météorologique que les services de météo nationaux ou internationaux doivent fournir et sous quelle forme ils doivent les fournir. Donc ça va parler en fait des produits et services météo à fournir, que ce soit en route, en approche ou sur l'aérodrome, avec une définition précise de l'ensemble des paramètres qui sont utiles à l'aviation. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une séparation entre la météo aéronautique et puis la météo pour le grand public, enfin, ou pour les autres acteurs intéressés par les données météo pour soit leurs besoins professionnels comme les agriculteurs, soit les touristes pour savoir s'il fait beau demain quand on veut partir en randonnée. Donc là, c'est vraiment de la météo particulière qui a des règles de recouvrement un peu à part pour le moment. Donc ça, c'est pour l'annexe 3. Les cartes aéronautiques, bah, si la plupart d'entre vous avaient fait un cursus plus ou moins long à l'ENAC, vous avez au moins vu une carte aéronautique, j'imagine au moins une fois. Bah, il y en a de toute nature. Il y en a qui vont couvrir les différents aspects de l'aéroport, donc les zones de parking, les cartes d'approche, les obstacles, le roulage au sol, etc. Vous allez avoir des cartes en route, des cartes de procédure, etc. Toutes ces cartes-là, en fait, sont décrites dans l'annexe 4, à la fois en termes de symbologie, donc quels sont les symboles que l'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on doit représenter sur une carte, mais aussi carte par carte, quel est son contenu et comment on l'a mise à jour, comment on la met à jour. Donc le fameux cycle ERAC de mise à jour des données aéronautiques s'applique aussi aux cartes aéronautiques. Ensuite de ça, l'annexe 5,
Alors, c'est une annexe intéressante parce que cette annexe 5 qui parle des unités de mesure à utiliser dans l'aviation, en fait, commence par dire que on va appliquer les règles des standards des unités internationales, donc le mètre, le kilomètre, et puis une vitesse en kilomètre heure. Et puis, très rapidement, explique que bah, dans l'aviation, il y a temporairement des exceptions, comme l'utilisation des nœuds pour la vitesse, des pieds pour la hauteur, etc., etc. Donc, et à la fin, on vous explique que ces exemptions temporaires, un jour, seront remplacées. Et quand on va à la fin, il y a un tableau qui explique quand est-ce que ça va être remplacé. Et pour toutes les mesures dont je viens de vous parler, il y a écrit à définir. Donc, on n'est pas prêt de retirer les nœuds, les pieds, pour, entre autres, parler de certaines unités de mesure aéronautique. Donc, c'est un document assez court, mais qui est amusant. Et après, ça reprend pour le reste, donc tout ce qui est poids, tout ce qui est volume, etc., les unités internationales. Mais les quelques mesures que l'on connaît bien en aviation ben, demeurent et demeureront pour un long moment, aux grandes dames d'ailleurs des Chinois et des Russes qui, eux, emploient le système métrique pour tout. L'annexe 6, alors elle, c'est une annexe qui est extrêmement importante pour les compagnies aériennes parce qu'en fait, ça va décrire tout ce qui concerne l'exploitation technique des aéronefs. Et donc, il y a toute une section sur qu'est-ce que des opérations aériennes doivent faire, quel est leur rôle, quels sont leurs devoirs, aussi bien en phase de préparation que d'exécution du vol. On va avoir des informations sur les limitations opérationnelles des avions, sur les équipements qui sont embarqués. C'est là que quand on parle de la Minimum Equipment List, par exemple, bah, c'est dans l'annexe 6 qu'on va vous expliquer quels sont les équipements qui font partie de cette MEL. Il y a des informations aussi sur comment on maintient la navigabilité des avions. Quelques mots sur les agents d'exploitation, le manuel de vol, les livres de bord, etc., etc. Et puis, deux mots aussi sur l'équipage, alors que ce soit l'équipage commercial, mais aussi les pilotes. Donc, c'est un document extrêmement important qui a trois volumes. Un volume pour l'aviation de transport, un pour l'aviation générale, mais c'est essentiellement l'aviation d'affaires qui est concernée, et puis un pour les hélicoptères. L'annexe 7, alors là, c'est encore aussi un document relativement petit qui va expliquer en fait, et peut-être que vous ne le saviez pas, mais il y a des règles très strictes pour définir la taille, l'emplacement, la couleur et les règles d'immatriculation des aéronefs. Donc on voit ici là, le G pour l'Allemagne. En fait, cette règle a 5 caractères. Elle est explicitée dans ce document-là et ça va vous expliquer en long, en large et en travers. Où est-ce qu'on met, si on a un ballon, bah, où est-ce qu'on va mettre cette immatriculation? Si on a un drone, où est-ce qu'on la met, etc., etc. Donc, c'est en fait des informations pratiques assez détaillées pour permettre aux États d'expliquer à leurs exploitants comment ils doivent gérer leurs immatriculations et auprès de qui on doit déposer l'immatriculation. La navigabilité des aéronefs, alors ça, c'est ce qui va concerner toute la partie certification des avions. Et donc, que ce soit et donc tout ce qui y amène. Donc, ça va concerner les règles à suivre pour la production des avions. Et on sépare la partie structure elle-même des moteurs et des hélices quand il y a des hélices. Donc, ça décrit en fait deux niveaux de certification. La certification de type, hein, par exemple, l'Airbus A320, il y a une certification de type. Et puis après, chaque avion qui sort a une certification de navigabilité qui en fait est là où on valide que la production a été faite dans les règles, qu'on a bien respecté le certificat de type et qu'il n'y a pas il y a pas d'anomalies ou de problèmes qui ont été rencontrés lors de la production de l'avion et que donc cet avion est apte à voler. Et il y a aussi un aspect important derrière sur la maintenance. Quelles sont les actions de maintenance à mener et à quelle fréquence c'est mené pour garantir que l'avion sera toujours apte à voler et à garder son certificat de navigabilité. Donc ça, c'est un document extrêmement important, enfin une annexe extrêmement importante pour les constructeurs. Là, on va changer un peu de domaine, on va parler de facilitation.
Alors, qu'est-ce que c'est que la facilitation? Eh bien, en fait, c'est ce qui va concerner l'entrée et la sortie des aéronefs, des personnes et des marchandises d'un État. Donc, quand un avion va quitter un État ou rentre dans un État, ben, en fait, quelles sont les règles d'un point de vue sûreté qu'il va devoir respecter? Le passager, ben, il va lui falloir un visa, un passeport, éventuellement maintenant un visa biométrique, toutes ces choses-là, ou un passeport biométrique, pardon. Toutes ces informations-là, en fait, elles sont décrites dans l'annexe 9 et chacun des États est censé les respecter pour bah, en fait, faciliter l'entrée et la sortie des personnes de leur pays. Ça va décrire aussi quel type d'infrastructure il faut mettre dans les aéroports pour permettre, bien, comme je le disais, la circulation des biens, des personnes et des avions. De nouveau, on change complètement de sujet. Donc l'annexe 10, qui est aujourd'hui l'annexe la plus volumineuse, qui a cinq parties, et c'est un peu historique. Elle est en train de petit à petit euh, de se stabiliser en termes de taille parce que quand les premiers systèmes de communication, navigation et surveillance ont été définis, en fait, il n'y avait pas vraiment de standard industriel. Et donc, ces annexes-là ont dû être suffisamment détaillées pour contenir toute l'information qui permettait de développer un VOR, un DME, un radar, que sais-je encore. Aujourd'hui, bah, en fait, l'industrie a pris le pas et donc les nouveaux systèmes, on se contente de les référencer, de donner les exigences que l'on attend sur le système, mais on ne va pas rentrer dans la vis de 4 de comment il faut séparer en fréquence tel ou tel composant pour pouvoir le mettre dans l'avion. Ça touche à sa fin, mais toujours est-il que historiquement, il y a beaucoup d'informations qu'on n'y trouverait plus aujourd'hui si on repartait de zéro. Donc, je disais qu'il y avait 5 volumes. Donc, le premier volume traite des télécommunications aéronautiques. Donc, en fait, qui va expliquer comment on parle à la fréquence, par exemple, entre un contrôleur et un pilote. Le deuxième volume va traiter des systèmes de communication, donc VHF, HF, principalement, satellite maintenant. Le volume 3 va traiter de navigation. Donc là, on va trouver les. Pardon, je pense que je me suis trompé. Les aides à la navigation, c'est le premier volume. Enfin bon, peu importe. On va trouver dedans les aides à la navigation, y compris le GNSS. On va avoir le volume 4 sur la surveillance, donc qui va décrire tous les systèmes de surveillance qui existent, donc essentiellement radar primaire, secondaire, MODES et puis ADS-B. Et pour terminer, on a un volume qui devient de plus en plus important sur les problèmes de gestion des fréquences et d'interférences. Donc, comment faire en sorte que dans un avion, en fait, comme les bandes de fréquences sont souvent les unes proches enfin, à côté des autres, eh bien, on fait en sorte que les équipements ne se brouillent pas l'un l'autre, parce qu'il y a toujours un peu des effets de bord sur les équipements bavent un petit peu sur les fréquences d'à côté. Et donc, comment on peut faire en sorte que ben, ça ne gêne pas le fonctionnement de l'avion. Et puis ce volume-là aussi sert aussi d'interface avec l'IUT, qui est l'Institut international des télécommunications, dans lequel on discute en fait de l'allocation des fréquences entre les différents utilisateurs. Donc c'est l'aérien, mais c'est aussi la téléphonie mobile, c'est aussi tout un tas d'autres besoins. Et de nos jours, il devient de plus en plus difficile de garder les bandes de fréquences qui avaient été allouées sans trop de difficultés dans les années 50 et maintenant pour lequel en fait les autres industries ont un appétit assez fort. L'annexe 11, elle, parle de tous les services de la circulation aérienne. Donc en fait, euh, ça commence par expliquer un petit peu comment on va organiser l'espace pour que les avions puissent circuler de façon sûre d'un aéroport de départ à un aéroport de destination. Donc on va parler un petit peu de l'organisation des zones terminales, de l'approche plus près du sol, de la partie en route. On va expliquer aussi quelles sont les différentes zones, là où il y a de la circulation aérienne, les zones enfin, où il y a un espace contrôlé, là où il y a pas, où c'est la circulation libre, les différents types de règles entre les différentes classes d'espace, quels sont le niveau d'équipement des avions, etc., etc. Et puis, on va avoir aussi une description, évidemment, des différents types de services de la navigation aérienne, donc qui sont le contrôle, l'information
et l'alerte. Donc tout ça se trouve dans l'annexe 11. Donc en fait, c'est un document qui est assez fondateur pour toute l'organisation d'espace aérien dans un pays. L'annexe 12, elle, va parler de recherche et sauvetage. Donc c'est quelque chose dont on espère jamais avoir besoin, mais l'accident qui a eu lieu ce matin en Inde montre que malheureusement, bah, ça reste toujours d'actualité, toujours utile. Et ce document-là, en fait, va d'abord expliquer comment on organise la recherche et sauvetage, comment se passe la coopération entre États, hein, parce qu'on voit bien que entre un avion qui est construit aux États-Unis, exploité en Inde, et puis opéré et vole dans un autre pays. Alors là, il se trouve que sur l'accident ce matin, en fait, il décollait d'Inde, donc ça limite. Mais s'il avait décollé d'Angleterre pour revenir en Inde, on aurait déjà eu trois pays concernés par l'accident. Donc, l'annexe 12 va expliquer un petit peu quel est le rôle des différents pays qui sont concernés de près ou de loin par l'accident. Et puis, ça va donner des informations sur comment on prépare les services de recherche et sauvetage, et puis comment on les met en œuvre pour être le plus réactif possible. Donc, c'est une annexe assez importante qui explique aussi, et là, c'est un sujet qui reste difficile aujourd'hui, comment on notifie d'un accident, comment on conduit la recherche elle-même après un accident et comment on produit le rapport final. Et il faut savoir que théoriquement, un rapport final d'accident doit sortir dans l'année qui suit l'accident. Et il y a certains rapports, ça fait des années qu'on les attend toujours. Et, et ça, c'est embêtant, non pas pour éventuellement aller au pénal derrière, mais pour comprendre complètement ce qui s'est passé. Parce que c'est à travers tous ces rapports que l'aviation civile s'améliore de façon continue. Alors, donc j'en ai déjà un petit peu parlé parce que l'annexe 13, en fait, c'est le pendant de la partie recherche et sauvetage. Si ben, en fait il y a vraiment un accident, l'annexe 13 va, elle, décrire dans le détail comment on organise ces enquêtes. Donc en fait, c'est d'une manière plus détaillée. L'annexe 12 va expliquer ce qui se passe du côté recherche et sauvetage. Donc quand on est sur l'arrivée des lieux, la recherche de survivants, comment on fait pour arriver sur les lieux, comment ça se passe quand ça se passe au-dessus de la mer, etc. Alors que l'annexe 13, c'est bah, l'accident ou l'incident a eu lieu. Et là, ça va expliquer comment on organise dans le détail l'enquête, quels sont les éléments à rechercher, comment on construit le rapport, etc. L'annexe 14, alors elle a deux parties. Et là, c'est encore un gros document parce qu'elle va traiter d'une part de tout ce qui concerne euh, la construction des aéronefs, pardon, des aérodromes. Donc, comment construire des pistes, la règle pour les taxiways, les espacements à respecter sur les taxiways en fonction du type d'aéronef que l'on veut accueillir. C'est-à-dire que plus l'avion a une envergure importante, bah, plus il faut prévoir de distance entre les taxiways. Toutes ces règles-là sur en fait la construction d'un aérodrome sont dans un volume. Et il y a un deuxième volume qui va traiter de l'exploitation des aérodromes. Donc, en fait, tout ce qu'un exploitant d'aérodrome doit savoir pour exploiter en toute sûreté et sécurité les avions qui vont séjourner et se rendre sur l'aérodrome. L'annexe 15, elle, traite de ce qu'on appelle les services d'information aéronautique. Donc, c'est souvent une annexe qui est un peu considérée moins noble, mais dont le résultat est extrêmement important pour toute l'aviation, parce qu'en fait, c'est dans l'annexe 15 qu'on va trouver, qu'on gère toute l'information aéronautique. Et l'information aéronautique, ça va de la description des espaces aériens, des routes, des points significatifs, des obstacles. Les informations qu'on trouve dans les cartes dont je parlais dans l'annexe 4 bien, se retrouvent dans cette annexe 15. Les notam aussi, tout ce que bon pilote doit consulter avant de partir, ben, ça se trouve dans les notam et le contenu des notam est décrit dans l'annexe 15. Donc c'est un document extrêmement important qui décrit donc l'ensemble de l'information aéronautique à produire, comment on la gère et comment on la met à jour. Donc un document assez volumineux qu'on trouve
qui se retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'AIP, en fait, qui est le petit nom pour l'information aéronautique. Donc, c'est une annexe assez importante qui, depuis quelques années maintenant, aussi comprend, enfin, a été scindée en deux. On a gardé dans l'annexe 15 ce qui était vraiment exigence et toute la partie comment on met en œuvre cette information aéronautique a été traduite dans un nouveau document qui s'appelle le PANS AIM pour donc les procédures pour la gestion de l'information aéronautique. L'annexe 16 est une annexe qui devient de plus en plus à la mode, qui comprend aujourd'hui quatre volumes. Donc, un premier volume qui va traiter de tout ce qui est bruit. Donc, en fait, les normes de bruit, hein, c'est dans l'annexe 16 qu'on définit ce qu'on appelle les différents chapters, les chapitres donc, ou les catégories de bruit, et qui font que petit à petit, certains avions trop bruyants doivent être retirés de la circulation parce que bah, ils ne répondent plus aux nouvelles normes anti-bruit. Donc ça, c'est un document qui va vous expliquer quelles sont donc les exigences en termes de bruit qui sont acceptables en fonction d'un certain nombre de critères et comment les appliquer. Le deuxième volume va traiter des émissions en général. Donc ça peut être lié par exemple au phénomène là, des contrails, je ne sais plus le dire en français, mais donc ces fumées blanches là qu'on va trouver dans le ciel derrière les avions suivant certaines conditions météo. Donc ça traite de l'ensemble des émissions, sauf les émissions de CO2, qui elles ont le droit à un volume à elles toutes seules. Le sujet étant tellement important qu'il y a un volume dédié à au règlement sur les émissions de CO2 admissibles. Et un dernier volume qui est relativement récent, depuis en fait les efforts que fait l'OACI pour réduire ces émissions. Il y a un volume sur le régime compensatoire des émissions de CO2, dont le petit nom est Corsia, qui va expliquer en fait un petit peu comment on va reporter ces émissions, comment on peut les réduire et comment on peut les contrebalancer hein, en achetant des unités de, de réduction de carbone. Donc, vous pouvez prendre des parts dans une entreprise qui va augmenter la forêt dans telle ou telle région. Et ça vous donne des crédits que vous pouvez utiliser pour compenser le fait que vos avions continuent à émettre du CO2. Donc tout ça est décrit dans l'annexe 16. L'annexe 17, elle, ben, en fait, c'est un petit peu la continuité de l'annexe sur la facilitation, l'annexe 9. Ça va décrire en fait, et c'est une annexe qui n'est pas disponible au grand public, contrairement aux autres, parce qu'elle traite, ben, elle va traiter de prise d'otage, elle va traiter de tout ce qu'on appelle les unlawful interference, donc tous les actes en fait terroristes à l'aviation, et donc de comment les prévenir, comment, comment gérer la riposte et quel type d'organisation et de mesures il faut mettre en place pour éviter autant que faire se peut ce genre d'événements. Donc, c'est le groupe il y a un groupe d'experts spécialisés dans ce domaine-là qui traite à la définition de mesures pour garantir la sûreté de l'aviation autant que faire se peut. L'annexe 18 est un document très bien connu à la fois des compagnies aériennes de fret et puis tous les opérateurs de fret parce que ça va décrire dans le détail comment on peut transporter de façon sécuritaire les différents types de matières dangereuses qui sont susceptibles de rentrer dans un avion. Et donc, pour chacune des marchandises dangereuses qu'on va pouvoir mettre dans l'avion, il va y avoir des règles de vérification, d'emballage, de stockage, pour pouvoir en fait les mettre dans l'avion et les transporter dans un avion. Donc, c'est un document assez volumineux qui est un peu la Bible des opérateurs de fret aérien et théoriquement des compagnies qui organisent du fret s'appuyant sur le transport aérien pour véhiculer ces matières d'un pays à un autre. Et puis la dernière annexe, qui est une annexe relativement récente, elle a un peu moins de 10 ans, qui est en fait une annexe sur la gestion de la sécurité et comment en fait amener les États et les différents organismes, que ce soit les prestataires de services de navigation aérienne ou les compagnies aériennes, à définir
une politique de la sécurité, une politique de gestion des risques, une promotion de la sécurité et un suivi de la gestion de la sécurité dans leurs organismes. En fait, toute cette annexe-là a pour but d'essayer en fait de prévenir le plus en amont possible les risques d'accident. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est devenu à la mode dans les années 90 et qui maintenant est très codifié et qui permet en particulier de faire remonter des incidents de contrôle, par exemple, de façon tout à fait libre et hors pénale, pour permettre d'améliorer la sécurité sans forcément aboutir à, à, à des condamnations pénales de la personne qui a fait la faute. Il y a des fautes qui ne conduisent pas à des accidents, mais c'est important de savoir ce qui s'est passé pour pouvoir éviter que ça se reproduise. Et cette annexe 19, en fait, fournit un cadre qui est censé protéger les acteurs du monde aérien. Donc, ceci termine mon tour d'horizon des annexes. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sujets différents. Ça ne traite pas de l'ensemble des sujets. Ce qui est transport aérien, en fait, ne fait pas l'objet d'exigences ou de normes, mais par contre fait l'objet de documents spécifiques qui sont des documents de politique générale qui expliquent un certain nombre de règles, mais qui ne sont pas, qui sont moins techniques, si je puis dire. Donc maintenant qu'on a vu ces différentes annexes, ben, en fait, comment on fait pour faire vivre tout ça? Eh bien, là, on va rentrer un peu dans le vif de ce que c'est l'OACI. Il y a il y a deux côtés à l'OACI. Donc, comme l'OACI est une émanation des Nations Unies, eh bien, c'est par construction un organisme d'État. Donc, c'est géré par un conseil, excusez-moi, euh, qui est un conseil constitué d'un certain nombre d'États. Donc, il y en a 36, mais je le redirai dans la planche d'après, qui s'appuie sur un certain nombre de commissions. Donc, la commission de la navigation aérienne, qui est une commission permanente qui se réunit sous forme de 4 sessions par an. Un comité du transport aérien qui va se réunir un peu moins fréquemment. Un comité pour la protection de l'environnement lui, compte tenu de l'intérêt du sujet aujourd'hui dans le domaine aéronautique, a beaucoup de sous-comités et est extrêmement actif. Un comité légal, un comité sûreté de l'aviation et depuis un peu de temps, enfin quelques années seulement, un comité brouillage qui s'intéresse donc à tous les problèmes de brouillage de fréquence. Donc toutes ces commissions et comités, en fait, conseillent le conseil de l'OACI. Maintenant, le conseil de l'OACI, lui, comme il n'a qu'un nombre restreint d'États, eh bien, en fait, tous les 3 ans, passe par ce qu'on appelle une assemblée, l'Assemblée générale de l'OACI, et la prochaine aura lieu fin septembre, début octobre de cette année, au cours de laquelle, pardon, l'ensemble des États membres, il y en a 195 ou 196, vont en fait, d'une part, valider les résultats acquis les 3 années précédentes, mais aussi donner les directives à la fois techniques et financières sous forme d'une validation du programme financier et du programme de travail de l'organisation pour les 3 années à venir. Et donc le Conseil, lui, s'appuie sur ces décisions de l'Assemblée pour organiser le travail de l'OACI. Les assemblées sont elles-mêmes préparées par des conférences qui ont, donc il y en a 2 types aujourd'hui, et elles alternent. C'est-à-dire qu'avant une assemblée, on va avoir soit une conférence de navigation aérienne, soit une conférence plutôt axée sur des sujets sécurité, ce qui n'empêche pas, lors d'une conférence de navigation aérienne, s'il y a des besoins de traiter de domaines de sujets sécurité, de le faire, mais le thème principal sera quand même autour des aspects navigation aérienne. Donc ces conférences ont lieu avant l'Assemblée et elles préparent en fait les décisions de l'Assemblée. Parce que l'Assemblée, elle a beau durer 2 semaines, il y a tellement de choses à valider qu'on ne pourrait pas se permettre d'avoir des discussions détaillées sur l'ensemble des sujets techniques que l'on veut voir traités par l'OACI. Donc on fait ça lors de conférences préparatoires qui vont permettre en fait d'arriver à l'Assemblée avec des papiers bien ficelés et quasiment plus que le besoin de valider les résultats. Donc, pour pouvoir faire tout ce travail-là, en fait, on a besoin d'une structure interne à l'OACI, qui est en fait du personnel
dédiés et qui appartient à l'OACI, qui sont des fonctionnaires internationaux. Donc, le pendant du président du Conseil, ça va être le secrétaire général, qui est élu pour 3 ans, avec comme le président du Conseil, avec un mandat renouvelable plusieurs fois. En général, c'est 2, mais il y a des secrétaires généraux qui sont restés très longtemps. Donc, ce secrétaire général, il est par construction le secrétaire du Conseil. Donc, on voit bien qu'en fait, comme on a les États qui s'appuient sur une structure interne de travail, eh bien c'est le secrétaire général qui va faire office d'interface entre le Conseil et la structure interne de l'OACI. Donc cette structure interne, quand on regarde, elle est un peu calquée sur les différentes commissions ou comités. Donc, on va avoir une direction du transport aérien dont le directeur est le secrétaire de la commission de la navigation aérienne. Pardon, direction de la navigation aérienne, dont le directeur est le secrétaire de la commission de la navigation aérienne. On a une direction du transport aérien dont le directeur est le secrétaire du comité du transport aérien, etc., etc. La direction des affaires légales, juste pour la petite histoire, c'est une direction dans laquelle en fait, il ne fait pas bon travailler parce qu'il récupère un petit peu toutes les patates chaudes. Et en particulier, quand l'avion de la Malaisienne a été abattu par un missile russe au-dessus de l'Ukraine, en fait, il y a eu des plaintes qui ont été déposées à l'OACI par les Russes, par les Hollandais qui avaient un certain nombre de passagers dans cet avion. Et donc, c'est la direction des affaires légales qui doit traiter ces sujets-là. Elle traite aussi des plaintes de la Russie qui se plaint que les Européens en particulier aient interdit aux avions soviétiques le survol de l'espace aérien européen, etc. Donc toutes ces plaintes-là arrivent à la direction des affaires légales et donc ce n'est pas une direction de tout repos. Et puis enfin, on a une troisième direction qui s'occupe en fait de ce qu'on appelle le renforcement des capacités de la mise en œuvre, qui est une direction qui fait du support aux États, qui va en fait, pour tous les États qui ne comprennent pas toujours ce qui se passe ou comment interpréter, comment mettre en œuvre les différentes exigences qui arrivent régulièrement, eh bien, elle propose en fait un certain nombre d'actions de support qui peuvent aller de la rédaction d'un cahier des charges jusqu'à du support technique à la mise en œuvre de certains systèmes. Et puis enfin, parce qu'il y a des besoins pour la mise en œuvre, de faire en sorte que ce qui est, ce qui est organisé au niveau central soit bien compris et mis en œuvre dans les régions. Eh bien, l'OACI s'appuie sur 7 bureaux régionaux, donc Bangkok, Le Caire, Dakar, Lima, Mexico, Nairobi et Paris. Et le bureau de Paris gère aussi les activités sur l'Atlantique, donc l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud. Et donc, c'est dans ces bureaux-là, en fait, que les personnels de l'OACI organisent un petit peu des réunions avec les États pour leur expliquer d'abord ce qui arrive du siège comme nouvelles normes, et puis comment les mettre en œuvre si elles doivent être mises en œuvre. Parce qu'en fait, l'ensemble des normes qui sont présentées n'ont pas vocation à être mises en œuvre partout, mais être mises en œuvre là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. Alors, quelques chiffres. Donc, j'étais un petit peu optimiste tout à l'heure. On est à 193 États membres. Il y a 6 langues officielles, le chinois, le russe, l'anglais, le français, l'espagnol et l'arabe. Donc, 36 États membres du Conseil répartis en 3 collèges. Donc, pour premier collège, ce sont les États qui ont une activité aéronautique ou industrielle dans le domaine de l'aviation extrêmement importante. Et donc, ceux-là, ils sont 11 et ils sont réélus tous les ans. Cette question ne se pose pas. Le problème, c'est plutôt de savoir si on va être élu avec un bon nombre de voix ou avec un nombre inférieur, mais de toute façon, ça ne bouge pas. La France est dans le collège des 11. Un deuxième collège de 12 dans lequel c'est pareil, le nombre de membres ne bouge quasiment pas, et un collège de 13 où là, en fait, c'est un peu la foire d'empoigne, et tous les 3 ans, à l'occasion de l'Assemblée, quand on réélit le Conseil, eh bien, en fait, les États font du lobbying pour essayer d'obtenir une place dans le Conseil. Donc, comme il y avait beaucoup plus de demandes que de places, il a été décidé d'augmenter à 40 la taille du Conseil en 2016, mais comme il faut que les 193 États aient ratifié cette modification à la Convention, on n'en est pas encore. Je pense qu'il y a une 50aine, une 60aine d'États qui ont ratifié.
Donc on est très loin du compte, ça va prendre encore probablement une vingtaine d'années. Deuxième organisme important, donc, qui est la Commission de la navigation aérienne. Alors là, il y a 19 États qui fournissent des experts. Contrairement au Conseil, où ce sont les États qui sont représentés, à la Commission, en fait, ce sont des experts fournis par les États qui peuvent éventuellement avoir des opinions qui diffèrent de celles de leur État. Alors, ça n'arrive pas, mais ça pourrait arriver. Et puis, 7 organismes internationaux sont autorisés à siéger en tant qu'observateurs à la Commission. Donc, c'est ACI qui est le Conseil des aéroports, IATA qui représente les compagnies aériennes, ICCAIA qui représente l'industrie manufacturière, IFALPA les pilotes, IFATCA les contrôleurs, IBAC l'aviation d'affaires et AOPA qui est l'organisme qui représente les propriétaires d'avions. Euh, voilà. Et les groupes d'experts, très rapidement, donc sous le bureau du transport aérien, il y a 5 groupes d'experts techniques qui vont aider à la rédaction des exigences qu'on trouve essentiellement dans les documents de politique générale. Pour le bureau de la navigation aérienne, il y a 20 groupes d'experts. Donc, il y en a en fait même plus que le nombre d'annexes. Et puis une multitude de groupes du secrétariat. Donc, en gros, il y a à peu près un groupe d'experts spécialisé sur une des annexes qui est chargé des mises à jour. Puis, comme je le disais, dans le comité environnement, on va avoir 3 groupes de travail et en plus de ça, 4 groupes de soutien, vu la complexité des sujets à traiter. Alors maintenant, 2 mots sur, en fait, bon, et on approche de la conclusion, mais euh, vu ce que je vous ai montré, on peut comprendre la plupart des reproches qui sont faits aujourd'hui à l'organisation, qui viennent essentiellement des industriels. Les industriels, ils disent, ah ouais, mais l'OACI, c'est bien joli, là, ça fait des normes effectivement mondiales, harmonisées, c'est très bien. Mais par contre, le temps de réaction est super long. Entre le moment où on va demander à l'OACI de traiter un sujet et puis le moment où le sujet va être effectivement traduit dans des exigences qu'on va retrouver dans une annexe avec un calendrier de déploiement, bah, il peut se passer, si on a de la chance, une dizaine d'années, puis si on n'en a pas, ça peut prendre de 20 à 30 ans. Donc la lenteur de fonctionnement est quelque chose qui est extrêmement remonté par les industriels, mais il faut comprendre que, bah, d'une part, on fonctionne par consensus, et donc le consensus, ce n'est pas quelque chose qu'il est facile d'atteindre, et surtout à 193 États, même si dans la réalité, tous ne donnent pas leur avis, et que les groupes d'experts sont constitués d'un nombre limité d'entre 20 et 30 experts. N'empêche que mettre 20 et 30 personnes venant d'horizons différents d'accord sur certains sujets, bah, c'est quelquefois compliqué. Après, il y a aussi une organisation en fait qui a du mal à évoluer. Il y a beaucoup de silos qui se traduit par un manque de cohésion interne, en particulier entre la direction du transport aérien et la direction de la navigation aérienne. Parce que, par exemple, le nouveau sujet à la mode, c'est la cybersécurité. Et tous les sujets cyber sont à cheval entre les deux directions. Donc, chacune des deux directions revendique la mainmise, enfin, le leadership sur l'activité. Et donc, du coup, au lieu d'avancer harmonieusement, bah, ça se tire dans les pattes et ça n'aide pas à faire avancer les sujets. Autre problème que à peu près tout le monde connaît depuis quelques années, c'est on demande de faire plus avec moins. C'est-à-dire que les États, à chaque assemblée, arrivent avec de plus en plus de nouvelles idées. Puis il y a de plus en plus de nouveaux systèmes qui pointent leur nez. Malheureusement, le budget de l'organisation stagne, voire diminue. Et donc, comment faire moins, enfin, comment faire plus avec moins de ressources internes et externes, c'est compliqué. Même si on fait appel, par exemple, à des groupes d'experts où les experts sont envoyés par les États, bah, en fait, les États envoient des experts, mais n'allouent pas le temps nécessaire aux experts pour que ceux-ci puissent contribuer de façon efficace aux travaux. Donc, dans la pratique, on peut avoir 30 membres dans un groupe, il y en a 4 qui travaillent, et les 4, ils travaillent quand ils peuvent. Donc, ça avance très lentement. Autre aspect dont je parlais un petit peu tout à l'heure quand j'ai parlé des normes industrielles, maintenant, on a de plus en plus tendance à ne plus décrire de façon détaillée les normes techniques dans les documents de l'OACI, mais à les référencer en référençant des normes de l'industrie. Mais ça pose quelques problèmes juridiques
parce qu'aujourd'hui, la plupart des normes EuroCAE ou RTCA sont des documents qui sont payants, alors que même si les annexes de l'OACI, si vous êtes un particulier, vous allez les payer, mais les États accèdent gratuitement à ces documents-là, alors qu'un État n'accède pas gratuitement à un document EuroCAE ou RTCA, sauf s'il est membre de cet organisme. Donc, et puis comment les référencer? Les cycles de mise à jour des documents dans l'industrie sont par essence plus rapides que l'OACI. Donc, la volonté existe, mais dans la pratique, c'est quelque chose qui est pas encore réglé. Et puis, on a surtout un problème maintenant qui est l'adaptation aux nouvelles réalités. C'est-à-dire en fait des problèmes qui ne sont pas spécifiques à l'aviation, comme la cybercriminalité, les nouveaux entrants, les drones, les plateformes à haute altitude, sont souvent opérés par des gens qui connaissent rien à l'aviation, alors que jusqu'à présent, comme le ticket d'entrée pour faire voler un avion était assez élevé, en fait, on avait affaire à des industriels, à des personnes qui baignaient dans le domaine, qui comprenaient les enjeux, qui comprenaient tout ce qui concernait la gestion des risques, les besoins d'avoir des systèmes très sûrs. Et ces nouveaux entrants, là, bah, eux, ils débarquent un petit peu et ils font voler des jouets, enfin, ce qui au départ était comme des jouets, maintenant, ce n'est plus le cas, mais sans connaître l'ensemble des exigences qui s'appliquent à l'aviation, même si tout ne s'appliquera pas à leur cas. On est dans un problème aujourd'hui de, en fait, comment on peut intégrer ces nouveaux systèmes dans un domaine qui n'a pas été conçu pour y faire face. Et puis, dernier problème, c'est les sujets sont de plus en plus transverses. Il est rare qu'il y ait un besoin qui soit exprimé à l'OACI qui puisse être traité directement par un groupe d'experts dans son coin sans que ça n'ait d'impact à différents endroits. Et donc, comme je le disais, sur la partie reproche, comme il y a un manque de cohésion interne et que chacun interprète sa façon enfin, la façon dont l'organisation doit travailler à sa manière et à ses envies, bah, ça n'aide pas à gérer les sujets transverses. Bien, en conclusion, et pour vous permettre de poser des questions si je ne vous ai pas noyé, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré les difficultés que rencontre l'organisation, ça reste aujourd'hui quand même l'acteur incontournable dans le domaine de l'aviation civile internationale. Et on le voit avec les drones, où on pourrait se dire, bah, en fait, si je suis un opérateur qui veut livrer des pizzas en région parisienne, je n'ai pas besoin de l'OACI, ce qui est tout à fait exact. Mais si maintenant le même opérateur veut aller livrer des pizzas à Rome, pays différent, et qui ne veut pas avoir affaire à des réglementations différentes, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vient frapper à la porte de l'OACI en disant que vous ne pourriez pas essayer de faire en sorte que les règlements soient un peu homogènes pour que je n'ai pas à dépenser deux fois l'argent pour faire un truc enfin, qui s'appuie sur une techno qui est assez simple, et donc devoir dépenser plus d'argent pour répondre à des règlements différents que ça va m'en rapporter. Donc, donc finalement, les gens tapent sur l'OACI, disent que ce n'est pas efficace, mais on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui pour, euh, pour harmoniser l'ensemble des systèmes et des exigences qui permettent qu'on continue d'avoir enfin, le moyen de transport le plus sûr. Euh, Ce que je n'ai pas vraiment expliqué, mais l'OACI, en fait, n'a pas de mandat législatif. C'est-à-dire que même si l'ensemble des États ont ratifié la Convention et disent adopter les annexes, tant qu'elles ne sont pas transcrites dans leurs réglementations nationaux, eh bien, en fait, elles ne sont pas légalement applicables. Et ça, sur certains sujets, c'est compliqué. On a un exemple là en ce moment sur la gestion des passagers agités dans les avions. Là. Pendant très longtemps, on ne pouvait rien faire. Parce que, mettons, je prends l'exemple du hooligan, mais j'ai rien contre les Anglais. Mais quand vous avez des supporters de matchs de foot anglais qui prenaient l'avion en Angleterre pour aller voir un match, par exemple en Espagne, et puis qui avaient un peu trop bu avant le départ de l'avion, bah, arrivé en Espagne, on pouvait que le relâcher, on pouvait éventuellement et on n'avait pas de moyen légal d'agir contre ce passager-là. Donc, des règlements ont été édictés pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des règles qui s'appliquent et que tous les États acceptent d'appliquer. Mais tant que les États ne l'ont pas inscrit dans leur législation, et aujourd'hui,
il y a une trentaine, une quarantaine d'États qui ont fait ce parcours-là. Eh bien, en fait, il n'y a pas la compagnie aérienne qui est sujette à ce genre de problème n'a pas la garantie qu'elle va pouvoir être compensée pour les dommages que ça va lui causer. Le nombre de fois où l'avion revient au terrain de départ parce que le comportement du passager était inacceptable, ça a un coût pour la communauté. Et tant que le règlement n'aura pas été appliqué par tous les États, on ne saura pas vraiment se protéger contre ce genre de comportement. Voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais dire. Le dernier point, je l'ai déjà un petit peu abordé en parlant des drones. Euh, le dialogue est intéressant. L'OACI va devoir s'adapter, mais on ne sait pas encore comment ça va se faire et combien de temps ça va prendre. Maintenant, il y a quand même une reconnaissance que si l'OACI veut continuer à être cet acteur incontournable, il va falloir qu'elle adapte son modèle de fonctionnement. Voilà, je vous remercie. Bon, j'ai pris toute l'heure, mais si vous êtes prêt à rester quelques minutes de plus et que vous avez des questions, je suis prêt à essayer d'y répondre. C'est pas grave, Jean-François. Il y a quelques questions dans le chat. Peut-être que vous voulez prendre la parole, ce sera plus sympa. Michael, est-ce que vous êtes connecté? Il est connecté. Bonjour, ben merci beaucoup déjà pour la présentation. Juste un point alors de vocabulaire qui est peut-être sans importance, mais la différence entre comité et commission dans la structure interne, parce qu'on a une commission de la navigation aérienne et puis plein de comités à côté. Alors, Est-ce qu'il y a une réelle différence de fonctionnement, de... oui, il y a effectivement une différence parce que, et je peux essayer de vous remettre la planche, C'était... parce que, voilà, c'est celle-ci. Parce ouais, que, en fait, euh, la navigation aérienne, c'est à peu près 70 à 80% des sujets qui sont traités par l'OACI. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais par tradition, et quand on regarde les annexes, il y en a énormément qui traitent de sujets de navigation aérienne. Et donc, il fallait une structure un peu plus pérenne, capable de traiter et d'organiser, de suivre le travail sur les sujets de navigation aérienne. Donc, en fait, on a créé une commission qui est un organisme qui, comme je le disais tout à l'heure, se réunit sur 4 sessions par an à raison de 4 jours par semaine ou 3 jours par semaine, alors que les comités du transport aérien vont se réunir avant le conseil et enfin les différents comités, ils se réunissent de façon beaucoup moins fréquente et on va y trouver des états. Donc, on parle de commission parce que ce sont des experts, et on va aussi parler de comité parce que ce sont des membres en fait du conseil qui se répartissent les différents comités. Alors, après, un membre du conseil peut être membre de plusieurs comités, mais ça commence à prendre du d'accord. temps. Donc, en fait, on va trouver des États dans les comités et des experts nommés par les États à la commission. D'accord. Ouais, donc c'est le volume des affaires traitées qui justifie qu'il y ait une structure plus, voilà, plus importante, qui se réunit plus fréquemment. Ok. Voilà. Et tant qu'on est sur les trucs, sur les questions de vocabulaire, juste la slide d'après, à la 30, Oui. c'est pour bien comprendre. Donc le bureau de la navigation aérienne, celui-là, il se situe où dans l'organigramme là? Alors, il est sous la direction de la navigation aérienne. Ah, d'accord. Ok. C'est Ok. un peu un problème. En fait, il y a un directeur et en anglais, ils appellent ça un bureau. Mais traduit en français, ça fait bureau. Donc c'est Ah, vrai que d'accord. C'est la même chose en fait. c'est la même chose. Direct. Oui, D'accord. Ok, ok. j'aurais pu reprendre le terme. Le fait est que voilà, quand on passe 10 ans à l'OACI à faire de l'anglais tous les jours, je fais des erreurs de Oui, oui, traduction. il y a des mots parfois qui ont de... Ok, ok, Voilà, c'est bon, ça marche. Ben, merci beaucoup en tout cas, et de pour la rien, présentation et pour les réponses. de rien. Alors ensuite, il y avait Amandine et Stéphane qui avaient réagi dans le chat. L'un des deux, prenez la parole si vous voulez bien. Oui, ben merci, merci beaucoup. Merci Jean-François à nouveau hein, pour ta De présentation. rien. En tant qu'ancienne collègue de Yata, je voulais savoir si tu voulais expliquer ton ancien rôle en fait chez Yata et ta contribution dans les relations avec l'OACI, parce que peut-être que les gens font pas le lien dans ce que tu faisais chez nous. D'accord. Voilà, Alors, merci. oui, c'est vrai que c'était une présentation sur l'OACI, mais en fait, la planche, finalement, c'est la bonne. Euh, les différents organismes internationaux, et en particulier l'IATA, sont des acteurs majeurs dans le développement des normes et pratiques recommandées de l'OACI, parce qu'après tout, c'est nous qui opérons les avions sur lesquels s'applique la grande majorité des règlements et des exigences.
Donc, on a à cœur que ces exigences-là, ben, elles n'aillent pas à l'encontre de l'aspect vie économique des compagnies. Donc, les relations avec l'OACI, c'est faire en sorte qu'on est représenté dans les différents groupes d'experts qui sont sur la partie droite de cette planche-là, que nos avis sont entendus et qu'on fasse remonter les problèmes au bon niveau en fonction de la situation. Et puis enfin, c'est aussi en amont la collecte des avis des différentes compagnies aériennes sur les sujets de normes qui sont en cours de production. Donc ça, c'est de façon très schématique. Et donc, dans cette cellule auquel j'appartenais, on a quelqu'un qui est euh, mince, qui assiste au conseil, mais sans droit de vote. Il a donc juste un rôle un peu consultatif, alors qu'à l'ANC, on a un rôle d'advisors, donc je ne saurais même plus le dire en français, mais de conseiller. Donc on peut prendre la parole de façon plus libre. Mais dans tous les groupes d'experts, comme ce sont des experts qui ne représentent pas les États, on a la même voix que n'importe quel autre expert de n'importe quel État. En 30 secondes. Après, je vois que Je prends le Jean... relais. Bonjour Jean-François, content de te voir, Bien. Stéphane ici. Ouais, j'aurais voulu avoir ton éclairage sur les influences à l'OACI. Parce on a souvent dit, jusqu'à récemment, on se plaignait, parce que les Américains, et je pense, quand je dis Américains, je parle US notamment, étaient trop influents, avaient une voix majeure, étaient extrêmement représentés à notre Européen des avantages. Sachant qu'en plus, côté européen, on a des choses similaires qui se font au niveau EASA, mais avec la différence que ce que fait l'EASA, c'est binding, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient une force de loi dans les États. Donc c'est très difficile pour les parties prenantes européennes de motiver à l'implication des experts dans les travaux ACI, sachant que considère qu'il y a moins d'enjeux puisque c'est moins binding et de toute façon, ça sera revu niveau EASA. Donc, j'aurais voulu avoir ton éclairage sur comment tu as vu ces 10 dernières années, les influences à l'OACI évoluer. Bon, je sais que depuis récemment, ça a encore un peu changé avec la situation aux US. Voilà, si tu peux dire 2 mots là-dessus, ce que tu en penses. Merci. Bon, voilà une question facile. Alors, je vais commencer par un élément qui est intéressant, que je n'ai pas mentionné parce que j'avais qu'une heure. C'est que si on regarde cette structure-là, par, euh, par accord tacite, c'est pas écrit, mais c'est la règle depuis quasiment la création, le directeur du Bureau des navigations aériennes est un Américain. Et ça ne se discute pas. C'est-à-dire que les autres directions, quand le poste devient vacant, bah, c'est un poste de fonctionnaire international qui est ouvert à tout candidat. Alors, je ne dis pas que c'est facile d'obtenir le poste, mais il est ouvert. Le poste de directeur de la navigation aérienne est toujours donné à un Américain. Donc ça donne déjà une petite idée de l'influence des États-Unis sur le sujet. Après, le secrétaire général, en fonction de sa façon de fonctionner, va avoir une influence plus ou moins grande. Alors, ce n'est pas une influence très directe, mais là, le secrétaire actuel en est à son deuxième terme. C'est un Espagnol, si je ne me trompe pas. Non, c'est un Sud-Américain. Je ne me rappelle plus de quel pays, mais c'était un Sud-Américain. Mais le précédent secrétaire général, c'était une secrétaire générale qui venait de Chine. Et ben, curieusement, il y a eu, pendant cette période-là, beaucoup de personnel détaché venant de Chine qui venaient à l'OACI pour se former. Donc, ils étaient absolument incompétents, mais ils venaient apprendre. Alors, apprendre quoi? Est-ce que c'était les bonnes pratiques ou comment mieux influer? Pas très clair. Et il y a eu beaucoup de réunions qui ont eu lieu en Chine pendant son mandat. Donc, il y a ce genre d'effet-là visible directement. Euh, Après, c'est relativement insidieux. Il faut savoir qu'à l'OACI, même s'il y a 193 États, c'est quand même, dans les domaines techniques, essentiellement un partage entre les Américains et les Européens, parce que ce sont les deux groupements, enfin, ou les deux continents, qui ont à la fois les budgets et les ressources de recherche et développement.
Donc, il y a beaucoup des sujets qui sont issus des réflexions César ou de NextGen aux USA. Et donc, forcément, c'est un peu un rapport de force entre le membre américain du groupe d'experts ou le membre européen, ou les membres européens quand il y en a plusieurs. Ou quand c'est Eurocontrol, bah, c'est Eurocontrol qui est censé fédérer, et ça se fait avec plus ou moins de bonheur. Donc, si le membre est, américain et comment dirais-je, est assez convaincant, bah, ça va être plutôt les Américains qui vont prendre le dessus. Et puis si c'est l'Européen qui est un peu plus virulent ou un peu plus convaincant, bah, c'est l'Europe qui va être un peu devant. Donc c'est assez variable. Jusqu'à présent, les Américains étaient très présents sur les sujets qui leur importaient. Donc ce n'est pas tous les sujets, mais il y en avait un certain nombre. Là, sur les drones, par exemple, et les gros drones, ce qu'on appelle les harpas, qui sont des drones, enfin, c'est les drones militaires reconvertis potentiellement à des transports civils, où là, l'industrie américaine cherchait à recaser l'ensemble de ces matériels militaires. Bah, les Américains sont extrêmement présents. Mais ce n'est pas aussi vrai sur les aéroports, par exemple. Donc ça dépend, ça va dépendre des sujets. Mais c'est clair que si on veut influer, bah, c'est bien d'envoyer quelqu'un qui connaît bien son domaine et puis qui a la tête sur les épaules pour être capable de manœuvrer comme il se doit. Après, sur les HASA, moi je ferais juste une remarque, c'est qu'une ou deux fois, on a vu arriver des propositions de règlement de l'EASA en avance de phase par rapport aux travaux de l'OACI, et l'EASA a été obligé d'adapter ses règlements à la réalité OACIenne, puisque l'OACI, les États ont ratifié et donc doivent appliquer. Alors après, on peut notifier des différences, mais on ne le fait pas massivement, quoi. Donc il y a quelques cas, enfin, moi j'en ai connu sur le système de gestion des avions en détresse après la disparition du MH370, où l'EASA a voulu montrer qu'ils étaient rapides, et où en final, il a fallu qu'ils tiennent sous le coude leur proposition 2 ou 3 ans parce que l'OACI n'était pas prête. Et en final, le règlement EASA est la copie conforme du règlement OACI. Voilà, en 2 mots, on pourra en reparler plus longuement si tu veux, Stéphane, mais Merci, Jean-François. Alors, il y avait Jean qui avait levé la main. Jean, voulez-vous prendre la parole? Oui, bonjour. Voilà, je voulais prendre la parole parce qu'en fait, moi, je suis aussi un jeune retraité, si je puis dire, et j'ai pas mal travaillé avec l'OACI avant. J'ai fait partie de 2 groupes d'experts, dont le dernier sur l'annexe 1 sur la formation des personnels, et puis j'ai aussi été détaché un petit moment à l'OACI. Donc, je voulais rebondir déjà sur les dernières conversations. Alors déjà, par rapport à l'influence américaine, par rapport européenne, ce qu'il faut aussi avoir quand même en tête, c'est que à la commission de navigation aérienne, par qui passent toutes les propositions techniques, ben, les Américains, il n'y a qu'un seul représentant, les Européens, ils sont plusieurs. Donc voilà, l'influence, elle peut être aussi contrebalancée au niveau de la commission de navigation aérienne. Et puis aussi, peut-être une petite info, moi, effectivement, j'ai récemment eu des conversations avec certains de mes collègues qui me disent ben, que tous les experts américains qui participaient au groupe d'experts auquel dont je faisais partie juste avant de prendre ma retraite, ben, il y en a pas mal qui ne sont plus là parce qu'avec l'administration Trump, ben, il y a eu interdiction de communiquer avec les organismes internationaux. Donc il y a plusieurs même qui ont fait savoir ben, qu'ils cherchent un autre poste parce qu'effectivement ben, leur poste était dans les réformes de l'administration américaine était supprimé. Donc c'est un peu compliqué en ce moment en fait. Alors après, on sait pas, c'est aussi à suivre, puisque comme tu l'as dit, il y a une assemblée générale en fin d'année, et notamment là, une des questions qui se posent, il y a des questions de budget. Donc, dans quelle mesure les États-Unis et l'administration Trump va continuer à abonder le budget de l'OACI ou pas? Ça, je pense que ce sera aussi quelque chose à suivre. oui, tout à fait. Alors, sur ton point, là, sur la disparition des experts américains, effectivement, ça a été visible sur tout le premier trimestre, mais maintenant, les experts réapparaissent. Alors, il y en a peut-être qui sont allés voir ailleurs parce qu'ils ne savaient pas, certainement, mais moi, je fais encore un peu de conseil, si tu veux, à la fois pour IATA et l'OACI, et les sujets sur lesquels je travaille, on voit les experts américains revenir. Alors, maintenant, c'est comme à chaque fois qu'il y a des problèmes budgétaires aux États-Unis et puis les experts, tant que le budget n'est pas voté, ne peuvent plus travailler.
Donc, ils sont là. Pour combien de temps ils sont là, on ne sait pas. Et tu as raison de le dire, l'Assemblée sera probablement cruciale cette année. On ne sait pas du tout quelle va être la position des États-Unis. Maintenant, ce qui est clair, c'est que le budget qui avait été agréé, pour l'instant, les Américains l'ont pas retiré. Alors qu'il y a quelques années, à un moment, ils payaient plus leurs cotisations. Donc, il va se passer des choses, mais bien malin qui saurait dire comment ça va évoluer à l'Assemblée. Alors après, effectivement, je voulais dire que tu avais malheureusement raison. Parfois, effectivement, les experts qui participent, notamment des États ou de l'Agence européenne, d'ailleurs, parce que c'est la même chose, compte tenu de restrictions budgétaires et de volonté de restreindre les effectifs au minimum, ben, font que, effectivement, parfois les experts n'ont pas la disponibilité nécessaire, effectivement, pour participer activement. Alors ça va dépendre, hein, parce qu'en fonction des influences, des arrivées des uns ou des autres, ben voilà, il peut arriver qu'un jour on a un expert qui va avoir un peu plus de disponibilité, qui veut participer, et puis au bout de 2, 3 ans, il va peut-être partir, aller sur un autre poste, et puis on va avoir du mal à remplacer. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que moi j'ai eu l'impression, alors de l'extérieur, mais j'avais parfois que l'impression que les Américains justement, eux avaient quasiment parfois des poules de gens dont le métier c'était justement de faire du lobbying international et de participer à ces groupes de travail et effectivement de faire du lobbying. Maintenant, bon, moi aussi, dans les groupes d'experts dans lesquels j'ai été, on n'est pas si mauvais que ça quand même au niveau européen, on arrive à se faire entendre quand même. Oui, oui, oui. Je comprenais la frustration de Stéphane sur certains sujets qu'on a vécu ensemble, mais ce n'est pas le cas partout. Enfin, et il y a eu, par exemple, enfin, je vais prendre un exemple un peu externe, mais sur l'annexe 14 sur les aérodromes, non, pardon, pas l'annexe 14, l'annexe sur les aérodromes, euh, je ne me rappelle plus du numéro, mais peu importe. On a eu quelques succès avec l'aide d'Airbus sur l'introduction de la 380. Il y a eu un énorme travail et là, Airbus, évidemment, a mis le paquet, Ouais. mais on a eu vraiment tout le soutien côté européen nécessaire pour faire des modifications acceptables par tous qui permettaient à la 380 de se déplacer partout dans le monde. Ouais. Donc, quand on est capable d'être soudé et qu'on y met les moyens, on a des bons succès. Après, juste pour terminer, pour notre collègue de l'ENAC Alumni, donc comme j'ai expliqué, moi donc j'ai fait participer à un groupe d'experts, été détaché auprès de l'OACI. Si à un moment donné vous avez des gens qui posent des questions et voilà qui en veulent en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter, je serai toujours content voilà, d'expliquer un peu comment ça marche, comment éventuellement participer aux travaux et comment ça se passe, quoi. Ben, avec plaisir, Jean. On Et puis on juste pour s'envoie un terminer aussi le rôle du secrétaire général, je dois dire que quand j'étais à l'OACI, j'ai eu la chance de participer à quelques réunions du conseil et j'ai vu qu'effectivement le secrétaire général avait un rôle prédominant, hein, et d'ailleurs j'étais parfois subjugué par leur art de faire des synthèses où parfois on a l'impression que les positions des uns et des autres sont totalement inconciliables et vous avez un président qui arrive, voilà, le président du conseil aussi, parfois à faire des synthèses et à trouver une voie qui satisfait tout le monde, quoi. Donc ça aussi, c'est assez intéressant à voir quand on a l'occasion de voir comment effectivement, là, au niveau politique, les synthèses arrivent à se faire. Tout à fait. merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? N'hésitez pas. Personne. Ah, Amandine dit bravo. Ouais, mais elle est partie pris, Amandine. Ouais. Jean-François, peut-être une conclusion du coup. Bah, écoutez, je vous remercie pour l'opportunité qui m'a été offerte. C'est vrai, comme disait Jean, qu'il y a encore plein de choses à dire. Enfin, on n'a pas du tout abordé comment faire comment fonctionnent les groupes d'experts. Voilà, on pourrait passer une session et même, à la limite la faire à deux, hein, pour expliquer tout ça dans le détail, parce que on a juste évoqué le gros de l'iceberg, quoi, le haut de l'iceberg. Je pense que les gens ont compris maintenant à quoi sert l'OACI, quel est son champ d'action, comment c'est structuré. Maintenant, comment ça fonctionne au jour le jour, bah, il faudrait, voilà, on peut faire une autre session un jour. Et puis sinon, bah, je vous remercie d'avoir été probablement assez nombreux à m'écouter.
J'espère pas avoir été assez clair et que ça vous a intéressé. Merci.